Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler des Mac Pro et des Mac avec du M2 dedans. Est-ce que ça va être annoncé en mars? On parlera bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 6 janvier 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme. Je m'aperçois que j'ai oublié de faire quelque chose. J'arrive. Hop. Pour voir, j'ai vu qu'il y avait des contributeurs. Hop, mon petit tableau de contrôle. Merci à Cybersimple pour son 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Il y a plein d'amour ce matin. Merci à Takun pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Macaway84 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Romuald75 pour ton 21e mois d'abonnement. Merci à vous. Merci Bartou56 qui rentre dans la danse avec son 22e mois d'abonnement. Un grand merci à vous. Le train de la hype approche dès le début de l'émission. C'est un bon signe. C'est un signe du destin. Exactement. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. On va pas traîner. Parce qu'on va parler du CES en fin d'émission. Je vais me tourner vers vous pour vous demander si vous avez vu des choses intéressantes au CES. Parce que pour être honnête, j'ai pas eu le temps de suivre du tout le CES hier. Donc on en parlera justement en fin d'émission. Mais mettons pas la charrue avant les bœufs si on regardait le sommaire ensemble. Aujourd'hui, effectivement, une grosse rumeur selon quoi Apple préparait un gros event en mars, event dans lequel il présenterait plein de Mac, notamment le Mac Pro, un Mac Mini M2, des MacBook, des MacBook Air, bref, plein de rumeurs, donc on en discutera. On discutera également des smartphones Android qui pourront bientôt sauver des vies, eux aussi, grâce aux satellites, comme les iPhones, mais pas comme les iPhones. Je vous en dirai plus dans l'article. On parlera également des faux avis sur Internet. C'est une plaie, c'est la plaie du e-commerce, ça et les livraisons. Mais les faux avis, c'est vrai que ça fausse tout. Eh bien, l'État va lancer Polygraphe pour lutter contre les abus. Donc, essayer d'éliminer les faux avis sur Internet. On verra un petit peu comment ça marche. Et on passera donc ensuite à une grande tartine CES. Moi, je vais déjà vous présenter un article de CNET qui présente les technologies les plus futuristes qu'ils ont déjà vues au CES de Las Vegas. Vous avez probablement tous vu, et on la regardera ensemble, la fameuse voiture qui change de couleur. À quoi ça peut bien servir, on en parlera. Mais je me tournerai un petit peu vers vous. On va faire du crowdsourcing, puisque moi, j'ai pas eu le temps de regarder tout ce qui avait été annoncé au CES. Donc, on verra un petit peu ensemble si vous avez vu des choses intéressantes, qu'on en discute ensemble. Si on a le temps, en fin d'émission, on fera un petit cornfac, bien évidemment. Voilà, en tout cas, pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va, parce que j'en ai pas d'autres. Et on va lancer tout de suite le Kawa. Le Kawa est lancé, on commence effectivement avec le premier article, un article de Cult of Mac, un article en anglais. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mis des articles en anglais parce que c'est plus difficile, mais là, ça serait effectivement une grosse rumeur
qu'effectivement, Apple préparerait un gros event en mars. C'est vrai qu'on avait été un petit peu surpris qu'en ce début d'année, ils ne proposent pas des nouvelles machines, sans forcément d'ailleurs faire un event. Donc on a mis ça sur le dos de la crise, la guerre, etc. Eh bien, d'après cet article, il pourrait annoncer en mars ce fameux Mac Pro qu'on attend tous. Enfin, pas forcément pour l'acheter, mais en tout cas, on attend son annonce. Il pourrait également y avoir en produit phare un Mac Mini avec le M2 dedans et toute une ribambelle. Parle de 3 MacBooks qui arriveraient aussi à l'event, avec un nouveau MacBook Air aussi. Mais parlons déjà du Mac Pro, effectivement. Ce Mac Pro, parce que c'est vrai que ce Mac Pro qui est le très haut de gamme des ordinateurs Apple, cette grande tour râpe à fromage qui coûte généralement des prix exorbitants quand tu pousses toutes les options au maximum. Déjà, ce qu'on saurait a priori sur ce Mac Pro, c'est qu'il n'aura pas... il aura un processeur M2 Ultra, mais il n'aura pas un M2 extrême. Il y avait eu des rumeurs autour d'un M2 extrême, mais a priori, Apple l'a reporté, ou en tout cas ne le fera pas cette année. Mais déjà, un processeur M2 Ultra qui pourrait monter jusqu'à 24 cœurs CPU, 76 cœurs GPU, 192 Go de RAM, ça va faire cher. Si vous mettez tout ça à fond, ça va faire cher déjà. Mais a priori, justement, du coup, ce Mac Pro serait peut-être un petit peu moins cher que, souvenez-vous, le dernier Mac Pro qui est sorti était à base de processeur Intel et je crois que le prix d'entrée était à 8 000 € si je me trompe pas. Là, on aurait en tout cas un prix d'entrée des Mac Pro plutôt dans les 6 000 $. Je voulais dire dollars tout à l'heure. 8 000 $. Ça y est, on est dans le train de la hype niveau 3. Merci d'ailleurs Noco Clico pour ton 11e mois d'abonnement. Sido68 pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci. Geekvaea également qui a offert un abonnement à Night Sarix. Merci L'Orange Mi pour ton 15e mois d'abonnement. Et je crois que le reste, je les ai déjà remerciés. Merci beaucoup à vous. Donc, oui, 600 $ aux US, 800 € en France. Ouais, peut-être un petit peu moins, j'en sais rien, on verra. Alors, encore une fois, est-ce qu'on va, comme chaque fois qu'il y a un Mac Pro, s'offusquer des prix? Je vous rappelle que c'est un Mac dont vous n'avez pas besoin pour 99% d'entre vous. C'est un Mac vraiment fait pour des studios professionnels, pour qui mettre 15 000, 20 000 € dans un ordinateur. Si cet ordinateur permet de dégager un chiffre d'affaires à l'année à lui tout seul de 100 000 €, c'est un bon investissement. Pour un particulier, mettre 20 000 € dans un ordinateur, après... Vous avez le droit, si vous êtes très riche et que vous voulez vous faire plaisir, il n'y a aucune interdiction à acheter un ordinateur 20 000 €. Mais quant à faire partie du long cortège des lamentations sur un ordinateur dont vous n'avez pas besoin, voilà. On va s'offusquer, on va faire de la pub à Apple. Si vous détestez autant Apple, arrêtez d'en parler. Évidemment, ça sert à ça, sinon pourquoi on en parlerait? Les marronniers, c'est réconfortant. C'est des repères dans le temps. Si on n'a pas notre petite râlerie tous les 2-3 ans contre des Macs qui vont arriver, je pense que si on le pousse toute option, on sera dans les 30 000, 40 000 €. Facilement. Mais après, regardez le prix d'une grosse station de travail. C'est à peu près le prix, On peut même être surpris, parfois Apple est compétitif sur le marché des stations de travail, en fait. Il faut au moins ça pour aller sur Facebook, ouais.
ça fait beaucoup parce que c'est aussi de la RAM vidéo. Oui, bon après il y aura tout un tas d'options. Puis n'oubliez pas qu'il va falloir vous acheter, il faut acheter l'écran en plus. Il n'y a même pas d'écran pour ce prix-là. Pas un scandale. Bon, il y aura également, a priori, en tout cas, c'est des rumeurs, hein, tout ça, mais un upgrade du Mac Mini. Mac Mini qui a fait partie de la première vague des Mac à avoir la puce M1. Ben là, on aurait un Mac Mini M2, ce qui, ça, par contre, risque d'être une offre assez intéressante pour certains d'entre vous. Là, on n'a pas de rumeur de prix, mais on est dans des prix quand même beaucoup plus accessibles. C'est vous qui parlez d'un ordinateur dont personne ne veut. Si, les professionnels, ils attendent même un Mac Pro M2. Donc, ça peut valoir le coup, effectivement, si vous êtes en recherche, que vous avez un Mac Mini Intel. Si vous avez le M1... je pense pas que ça vaudra le coup de passer au M2. On a vu qu'il n'y avait pas des différences gigantesque entre le M1 et le M2. Bon, après, je sais qu'il y a différentes variantes du M2, donc ça dépend ce qu'ils mettent dedans, mais quand même, le M1, si vous avez un Mac Mini M1, ça va, il peut durer encore. C'est plutôt si vous avez des Mac Mini, processeur Intel. En fait, ces annonces s'adressent surtout à des gens qui ont encore des Mac Intel, qui n'ont pas passé le cap M1. Je pense que ça va être la bonne année pour s'y mettre au processeur M1 ou M2. On verra d'ailleurs si Apple continue à vendre les générations M1, ce qui ne m'étonnerait pas. Mais j'ai un Mac M1. Oui, tu as un Mac Mini M1 et il te suffit amplement. Oui, oui, tout à fait. Ça a été un tel bond entre les Intel et les M1. On n'aura pas ce bond-là, c'est ça qu'il faut retenir. Vous n'aurez pas un bond entre le M1 et le M2 aussi grand que le bond qu'il y a entre des processeurs Intel et le M1. Voilà. Ça, c'est quand même très important, effectivement, à comprendre. Redesign... Au niveau du redesign d'un Mac Mini, à voir. C'est vrai que comme ces processeurs M ont tendance à moins consommer tout ça, on peut envisager peut-être des designs plus petits. À voir. Peut-être qu'Apple en profitera pour faire un refresh du design du Mac Mini. À voir. Ce qui paraît également probable si Apple fait ce gros event en mars, c'est qu'on aurait des MacBooks aussi. On parle d'ailleurs d'un MacBook qui irait jusqu'au 15,5 pouces en termes d'écran. On parle d'un 14, d'un 16 pouces, enfin les rumeurs se croisent et s'entrecroisent, avec des versions probablement un peu boostées du M2. Ça serait pour des MacBook Pro. Est-ce qu'il y aura un MacBook Air 15 pouces? C'est pas complètement déconnant. Je serais curieux de savoir si le M2, là, celui-ci que je vous avais présenté en vidéo, c'est bien vendu ou pas. Je serais curieux d'avoir les chiffres. Mais est-ce que c'est vrai que ces MacBook Air super boostés, c'est des produits super intéressants parce que quand même ultra légers et qui est quand même pas mal. Je vais me tourner un petit peu vers vous, voir ce que vous pensez de tout ça. Parce que je sais que vous êtes beaucoup à attendre pour acheter des Mac. Les M1 vont baisser clairement. Quand les M2 sortent, ça peut être une bonne occasion d'acheter du M1. Hein. J'espère que le mini M2 va gérer 2 écrans en USB-C. À voir, mais je dirais probable. Toi, tu as un MacBook Air i5 1,4 qui te suffit amplement. Écoute, hein, si votre ordinateur vous va, même si c'est un ordinateur qui date de 1997, gardez-le. Si ça suffit pour ce que vous lui demandez, c'est pas la peine de changer. Il faut se méfier parce que parfois le marketing nous dit « Ah, si j'avais ça, je ferais ça avec mon ordinateur. » Mais interrogez-vous vraiment, est-ce que vous allez vous lancer dans le calcul 3D vraiment? Peut-être pas, donc vous n'avez pas besoin. À 1 500 € le MacBook Air M2, ça fait mal quand même.
Je l'avais dit, celui-ci est beaucoup trop cher. C'est un produit génial, je vais pas dire le contraire, tiens j'ai un truc devant l'objectif. C'est un produit génial, vous voyez je l'ai gardé, c'est mon compagnon, c'est le compagnon de mon iPad Pro. J'adore l'avoir. J'ai pu l'acheter parce qu'on l'a testé pour la chaîne. Si j'étais un particulier et que j'avais pas une chaîne YouTube, je l'aurais pas acheté à ce prix-là. C'est absolument clair. De 1997, le moniteur sert aussi du chat pour dormir, tout à fait. Que penses-tu Kéops, tu me reposeras la question en fin d'émission. Parce que là, je suis en train de parler de Mac, pas du tout de caméra. Hein. Donc en fin d'émission, ça. Je voulais prendre un R M2 et finalement, j'ai préféré partir sur le Mac 1 Pro vu la différence de prix. T'as bien fait. Ça dépend de tes besoins. Si ta priorité, c'est l'encombrement, légèreté, bah bien sûr, MacBook Air. Mais on vous l'avait dit, achetez plutôt le M1. Hein. Il a peut-être pas un aussi joli design, mais c'est un bien meilleur rapport qualité-prix. Hein. Toi, t'as acheté un MacBook Pro M1 Pro 16 pouces, il est top. Bah, franchement, la plupart des gens qui sont passés, c'est là où je dis quand même, passer au processeur M1 ou M2, on a tous vraiment senti la différence, ceux qui sont dans les Mac. C'est vraiment des Macs hyper agréables à utiliser, qui chauffent pas, qui sont puissants, qui consomment peu, qui sont, on le sent, bien mieux maîtrisés. En fait, on sent que Apple a vraiment ramé ces 5 dernières années à mettre des processeurs Intel et les refroidir, ce qui mobilisait beaucoup de leurs ressources en fait dans un ordinateur. Et que là, ils ont vraiment fait le processeur Apple dont Apple rêvait en fait. Il reste à marcher pour un iMac. Alors oui, pas de rumeur autour effectivement d'un iMac boosté ou d'un hypothétique iMac Pro. Je sais que certains l'attendent vraiment. Je ne sais pas si ça viendra. Qu'est-ce qui... Alors, je suis anti-rien du tout. J'ai déjà conseillé un Smart Apple à un qui voulait un iOS. Faut pas catégoriser les gens, mais la nomenclature n'est pas naturelle. Tu as des M1 dans des Mac Air ou des M1, je pense Pro ou des Mac Ultra. J'y comprends rien. Oh, Wendigo, t'es un petit peu de mauvaise foi. La nomenclature est assez simple. T'as le M1, t'as le M2. Et après, le M1 et le M2 se diversifient en Pro, Max, enfin, voilà, ils upgradent un petit peu la base du processeur jusqu'à, alors ils l'ont pas sorti, mais aller jusqu'à Extreme. On peut comprendre qu'Extreme, c'est mieux que Ultra. Ultra, c'est mieux que base, quoi. Donc non, je trouve pas ça si compliqué. Par rapport à la nomenclature Intel, là, soyons de bonne foi 5 secondes. C'est plutôt, l'offre est plutôt claire côté Apple. Moi, j'ai l'impression qu'on a des i5, des i7, des i9 depuis 20 000 ans. Je ne comprends absolument pas les différences. Enfin, quand tu lis le nom des processeurs, tu comprends absolument pas. Enfin, c'est confus chez Intel. C'est quoi la différence entre un Mac Air et un Mac Pro si on met un M1 dedans? Alors, le M1 va avoir un certain nombre de spécificités, GPU et tout ça qui vont être différentes, mais en fait, c'est vraiment la différence de l'utilisation de l'ordinateur. C'est-à-dire que le M1, tu vas avoir beaucoup moins de connectique, il va être moins poussé sur les performances graphiques, il va être optimisé pour être léger et avoir un maximum d'autonomie, le R. Alors qu'un Pro va être optimisé pour une utilisation, pour remplacer une tour, en fait. Donc, ça va venir de l'ergonomie, ça va venir du branchement, et ça va être aussi dans la manière dont ton processeur va être optimisé, en fait. Donc, il y a des différences, ouais.
C'est pas parce que le processeur s'appelle... Tous les M1 ne se valent pas. Tous les M2 ne se valent pas. Il y a aussi le système de refroidissement. Dans un MacBook Air, le refroidissement est passif. Donc le processeur peut pas tourner aussi vite avec un refroidissement passif. Quand tu mets un refroidissement actif, comme dans un MacBook Pro, tu peux faire tourner le bousin plus vite. Pour du stream sans jeu vidéo, tu conseilles quelle puce silicone? Je conseille pas vraiment, moi personnellement, de passer sur Mac pour faire du stream. OBS, la version Mac, même si ça va mieux. Alors, je vais retenter bientôt parce que j'aimerais transformer justement ce Mac-là en petit ordinateur avec lequel je pourrais streamer le mug quand je suis en déplacement ou quand il y a des pannes ou des inondations ici. Donc je vais me repencher quand même sur le streaming avec Mac, mais moi j'ai un mauvais souvenir du streaming sur Mac. Je conseille plutôt un PC là pour le coup. Si c'est le seul usage que tu veux donner à ton ordinateur. Au détriment de la chauffe, car Apple et son optimisation, toujours vouloir miniaturiser au maximum, rend le refroidissement très compliqué sur certains modèles, ouais. Ok, bah voilà, en tout cas, on verra en mars s'il y a des annonces, s'il y a une keynote, un event Apple en mars. On verra bien. Quand tu streams du jeu vidéo, tu es sur ton Mac? Non, je suis pas sur mon Mac, je suis sur un petit PC et le jeu, lui, tourne sur mon Shadow PC. Je suis pas sur Mac quand je stream. J'ai baissé un petit peu trop les chaises. On continue et on va parler, c'est un article de 01net, des smartphones Android qui pourront bientôt sauver des vies grâce aux satellites, comme les iPhones. Le partenariat entre Qualcomm et Iridium va transformer la plupart des smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 2 en terminaux capables d'envoyer des messages d'urgence satellitaires. Si l'approche ressemble à celle d'Apple, intégrée dans les iPhone 14, le choix du partenaire satellitaire pourrait donner un avantage à Qualcomm. En effet, il y a une différence majeure entre Qualcomm la technologie que va prendre Qualcomm et celle d'Apple, c'est le choix du partenaire satellitaire. Contrairement à Apple qui a signé avec l'entreprise GlobalSat, Qualcomm s'est tourné vers un autre spécialiste du satellite, l'américain Iridium, qui n'est rien de moins que le poids lourd de l'industrie dans le domaine. Un terminal compatible avec le réseau Iridium peut effectivement envoyer et recevoir des messages, une bidirectionnalité qui sera aussi à l'ordre du jour avec les smartphones, ce qui n'est pas le cas avec le réseau GlobalSat. La raison tient aussi à la conception technique des deux réseaux. Alors que GlobalSat dépend de relais au sol, plusieurs dizaines sur la planète, Iridium est une constellation incluant les communications intrasatellitaires. De plus, le plus grand nombre de satellites à basse altitude chez Iridium, qui en a 66, plus 9 de secours, alors que GlobalSat n'a que 24 satellites. Facilite la communication même dans les gorges ou les canyons les plus encaissés. Là où GlobalSat aura plus de mal. Attention, cela ne disqualifie pas l'offre d'Apple, dont le service répond déjà parfaitement à des usages occasionnels au fin fond du désert de l'Atacama. C'est où le désert de l'Atacama? Je sais pas. Enfin, si le service était lancé Ah d'accord, c'est au Chili, le désert de l'Atacama. Mais les explorateurs les plus sauvages choisiront forcément Iridium plutôt que GlobalSat, au sud du Chili. On nous dit, ok. La bonne nouvelle pour ceux qui vont acheter un terminal Android haut de gamme cette année est que les terminaux devraient être 100% compatibles avec la connexion satellitaire. Pourquoi employer le conditionnel alors? Parce qu'il y a deux limites. Aïe, c'est là que ça se complique. Une technique et une juridique. En fait, un terminal Android avec le nouveau processeur Snapdragon Satellite sera compatible avec le réseau Iridium,
Mais il faudra une antenne. Et ça, c'est pas Qualcomm qui contrôle. Ça va être les constructeurs qui vont décider ou non de mettre la bonne antenne satellite, qui doit valoir cher d'ailleurs, à mon avis, dans leur smartphone. Donc, c'est pas parce que votre smartphone l'année prochaine aura un processeur Snapdragon satellite qui sera forcément satellitaire, s'il n'y a pas l'antenne. Donc, à voir, on se doute quand même que vu que c'est un bon argument commercial, un certain nombre, mais ils le réserveront peut-être par exemple au haut de gamme, dans un premier temps, la fonction satellitaire au niveau Android. Iridium, c'est éprouvé, ça chope au fond du trou des fesses du monde. Ouais, tout à fait, c'est un réseau plus performant. Il y a également un problème juridique. Il faut que la législation du pays de l'achat du terminal permette ce genre d'usage. Des pays comme l'Inde ou la Chine ne permettent pas les services satellitaires. Les logiciels locaux ne permettront pas d'en profiter. Mais tous les appareils compatibles achetés en Europe ou en Amérique du Sud le pourront. Et ils fonctionneront partout sur la planète. Sur le papier, Qualcomm semble avoir un certain avantage technologique. Mais comme bien souvent, Apple a quelques cartes dans sa manche. D'abord, Apple a beaucoup insisté dans sa communication autour de la fonction après le lancement des iPhone 14 pour parler de son investissement dans le système, donc GlobalSat. Apple va dépenser 450 millions de dollars sur 5 ans pour renforcer le réseau de stations au sol de son système, enfin du système GlobalSat qu'il a choisi. Dans un premier temps aux États-Unis, dans les États d'Hawaï, d'Alaska, de Floride, Nevada ou au Porto Rico. Si peu de gens ont réellement besoin de l'universalité d'Iridium, de nombreux États américains restent assez vides, sauvages et parfois mal équipés en infrastructure réseau. La solution d'Apple semble donc déjà être adaptée à un public plus large. C'est-à-dire, en gros, Apple annonce que, ok, ils ont choisi GlobalSat. GlobalSat, c'est un peu moins bien qu'Iridium en termes de couverture, mais Apple annonce que dans les 5 ans, ils mettent 450 millions pour investir dans les réseaux, dans les relais GlobalSat. Et finalement, c'est aussi aux côtés de l'intégration qu'Apple va se distinguer, puisque Apple, quand ils ont lancé leur système satellitaire, ils ont lancé un système de A à Z. Ils ont prévu le software autour, un système de messages qui consomme très très peu de bandes passantes satellitaires, parce que c'est bien beau de pouvoir communiquer avec les satellites, mais on se doute que soit tu fais payer une connexion satellite qui est extrêmement onéreuse, qui coûte très très cher, soit tu développes tout un système de communication qui va utiliser le moins possible la communication satellite pour uniquement servir dans les cas d'extrême urgence. Et Apple a vraiment pensé son système comme ça. Alors, je pense que si vous êtes au fin fond d'une crevasse et que votre iPhone n'arrive pas à envoyer le message satellite parce que vous êtes GlobalSat et que vous n'êtes pas Iridium, vous allez repenser à Smug et me maudire. Si j'avais su, j'aurais pris un Android. Mais ce qu'on ne sait pas, et c'est la grande inconnue, c'est que est-ce que Android va arriver à unifier le fonctionnement satellitaire des smartphones Android? Ou est-ce que chacun va y aller de son système d'urgence, rendant le truc un peu chaotique? C'est ça qu'il va falloir voir aussi. Donc, c'est pas du tout pour critiquer Android, mais comme d'habitude, les choses sur Android sont un petit peu plus compliquées, puisque Android, c'est plein de constructeurs différents qui ont la liberté de faire leur propre choix, leur propre logiciel, à partir d'un tronc commun, et ça rend les choses moins faciles, et ça, faut le reconnaître. Apple a une tâche beaucoup plus facile. Apple développe tout, du software jusqu'au hardware, il maîtrise tout. Donc c'est beaucoup moins compliqué, quelque part, de développer quelque chose qui marche chez Apple. Si Android évite les abonnements par rapport à Apple qui commencent au bout de 2 ans, pour l'envoi de messages, ils vont gagner des parts de marché. Ouais, mais
Si Android veut avoir un système satellitaire gratuit, ils ont intérêt à concevoir, puis ça va leur coûter de l'argent, parce que gratuit, facile pour vous de dire gratuit, mais Apple, par exemple, les 2 premières années, là, Apple, les communications satellites, c'est lui qui les paye pour ses consommateurs. Android, le problème, est-ce que Google va payer les communications satellitaires de tous les utilisateurs Android? Google va pas vouloir, hein. Google va pas vouloir. Ça, vous voyez, il y a tout un tas quand même de problèmes qui se posent. Bon, Oleg, en fait, a une solution. Arrêtez de vous balader autour des crevasses. Ça aussi, vous vous en souviendrez, quand vous serez au fond de votre crevasse. Oleg me l'avait dit. Faut que j'évite de me balader autour des crevasses aussi, hein. Non, on rigole bien évidemment. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. En tout cas, merci Eric Tech pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci RG65 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Tout Love pour ton 23e mois d'abonnement. C'est presque. Merci Parose pour ton 4e mois d'abonnement. Merci La Poudre de Papa.Gouin pour ton 5e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous les contributeurs. Pas chez moi, niveau crevasse, on est tranquille. Oui, après, ça peut être un glissement de terrain, hein. Je sais pas où tu habites, mais... C'est pas Google, c'est Qualcomm. Qualcomm ne payera absolument pas les communications satellites. Là, ça, j'en mets ma main coupée. Ils payeront absolument pas les communications satellites. Eux, ils vont dire, on a fait un processeur qui marche avec les satellites. Maintenant, vous vous démerdez pour l'antenne, vous vous démerdez pour les abonnements. C'est votre problème, c'est pas le nôtre. Ah, mais carrément. Faut investir dans Oleg, système plus sûr. En fait, voilà, le système Oleg, où vous soyez perdu dans le monde, vous avez la garantie qu'Oleg ne viendra pas vous chercher. Mais au moins, vous le savez. Donc, c'est un système qui vaut le coup. Parce que c'est important d'avoir des certitudes dans la vie. Oleg ne bougera absolument pas son cul pour venir vous chercher. C'est garanti. Merci New Golgot pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ou alors Oleg, si vous retrouve, c'est juste pour vous donner un coup de bat de baseball, pour vous achever en fait. Oleg viendra vous achever dans votre crevasse. Vous verrez un mec descendre en rappel. Et ça va? Tu respires encore? Paf. Et ben voilà. Ah, encore un client satisfait. Ah, Oleg termine le game. Exactement. Aucune plainte de client encore en vie. Tout à fait. Service garanti. Oleg, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Oleg Impec qui est dans la chatroom, qui est votre modérateur préféré. Mais il faut pas lui dire, parce qu'il aime bien ne pas être préféré. Après, les modérateurs, c'est comme les enfants, il n'y a pas de préféré. Jess, et nous alors? Et nous? Alors il faut qu'on se comporte aussi mal que Lec pour se faire remarquer, c'est ça que tu es en train de dire? Ça y est, je vais avoir des problèmes avec ma modération. Question idiote sûrement, mais il y a tant de monde qui va appeler par satellite. Non, alors attention, soyons très clairs, confondez pas tout. Parce que je sens qu'il va y avoir des articles qui vont tout confondre. Ça ne permettra pas de transformer votre smartphone en téléphone satellitaire. Ça va pas remplacer les gros téléphones satellitaires là avec leur antenne qui permettent d'appeler et d'être répondus en simultanéité presque par satellite. Ça va pas remplacer ça. Ça coûterait beaucoup trop cher. Les communications satellitaires, ça vaut un rein. Non, c'est des systèmes d'urgence. L'idée, c'est qu'il y ait peut-être, allez, au grand maximum, 1000 personnes dans le monde qui en aient besoin par an, pas plus. C'est pour les gros accidents, quand vous êtes dans un coin où il n'y a plus du tout de réseau. C'est ça le principe, en fait.
Oui, oui, les vrais baroudeurs qui utilisent, ou les journalistes qui utilisent la communication satellitaire, continueront à acheter des terminaux satellitaires un peu gros, là, un peu mastoc, et à payer hyper cher leur communication. On y est. Alors, je sais, en ce moment, Elon Musk a dit que avec son réseau à lui, on pourra bientôt téléphoner par satellite, comme on le fait avec de la 5G. Je pense qu'on n'y est quand même pas encore. On verra, mais je pense pas que ça va arriver l'année prochaine. Hein. Il y a OneWeb aussi qui est dessus. Pourquoi ça pourrait pas les remplacer à terme avec un abo spécifique? Je suis pas un spécialiste, mais je pense déjà que il y a le fonctionnement des connexions par satellite est différent de réseaux terrestres à relais. Qui coûte très cher actuellement parce que les satellites c'est pas donné. Donc voilà. Après, je suis vraiment pas un spécialiste. Je pourrais pas vous dire pourquoi aujourd'hui les communications satellitaires sont beaucoup plus chères que que les systèmes 5G et tout ça. Mais je pense qu'il y a des raisons. Au-delà de la technologie, il y a des raisons économiques aussi. Oui, Elon a dit que ça marchera, il n'a pas dit quand ni le prix. Hein. Elon dit beaucoup de choses. Je veux bien que les entreprises de satellites s'y mettent, mais elles s'y mettront uniquement si elles ont de l'argent à y gagner. Si elles doivent baisser les prix, parce que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à dépenser 1 000 € par mois pour pouvoir appeler par satellite sur votre smartphone. On est d'accord. Là, c'est là où il faudrait rentrer dans les détails économiques. Mais une entreprise ne lance pas un produit si elle ne peut pas gagner de l'argent avec ce produit. Les orbites des nouveaux satellites sont beaucoup plus basses et surtout beaucoup plus nombreux. Faire du volume. Oui, oui, je sais que tout ça est effectivement en train de changer. Hein. À voir. C'est les fusées pour envoyer un message dans l'espace, ça coûte un bras, oui. Voilà, voilà en tout cas pour la news. Passons à la news suivante. Une news du blog du modérateur, BDM. Faux avis sur Internet, l'État va lancer Polygraphe pour lutter contre les abus. Polygraphe, un nouvel outil pour surveiller les avis en ligne. Le 15 décembre dernier, la CNIL a examiné un arrêté de Bercy pour confirmer la mise en place de l'outil de détection de faux avis nommé Polygraphe. Le projet est pris en charge par la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. C'est le même organisme où vous devez aller dénoncer les youtubeurs qui vous trompent. Hein, on vous le dit, on vous l'a souvent dit. Ce nouvel outil permettra de mieux détecter les professionnels qui diffusent de faux avis sur certaines plateformes web, ce qui est un délit aux yeux de la loi, comme le rappelle l'informé. Le coût de développement du projet était évalué en 2019 à hauteur de 300 000 € sur une période de 2 ans. Les faux avis trompent les consommateurs qui ne tiennent compte des commentaires laissés en ligne pour guider leur acte d'achat. Ils nuisent également aux professionnels vertueux en empêchant une concurrence loyale, met en lumière la DGCCRF. Récupérer des données pertinentes sur les sites web qui proposent des avis de consommateurs, texte du commentaire, informations sur l'entreprise ou produits faisant l'objet de l'avis, notes attribuées, informations sur l'utilisateur ayant posté l'avis, etc. Analyser, alors ça c'est le fonctionnement effectivement de Polygraphe, analyser les données extraites pour identifier les commentaires suspects, différents indicateurs de suspicion seront définis avec des enquêteurs
expert. Visualiser des résultats sous forme d'une interface. L'idée sera de faciliter le travail des enquêteurs en centralisant des informations importantes. Voilà, ça c'est un petit peu le principe de Polygraphe. Ça rentre pas vraiment dans les détails sur le fonctionnement. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir un score de fiabilité derrière les avis par un organisme tiers. Je demande pas un score de fiabilité par le site lui-même, mais s'il y avait un outil, notamment avec l'intelligence artificielle, qui permettent, et je pense qu'il y a des indices quand même qui permettent de différencier un vrai avis d'un faux avis. Déjà, une personne, un truc tout con, une personne qui va laisser un avis, beaucoup d'avis sur des produits très similaires. Vous vous doutez bien que c'est pas quelqu'un qui a acheté tous les barbecues de chez Amazon, qui va tous les mois donner des avis sur tous les barbecues. Donc ça, par exemple, ça pourrait être un repère. Alors bien sûr, il peut changer d'identité à chaque fois, etc. Mais il y a des moyens aussi. Il y a d'autres identités que le pseudo sur les réseaux. On peut également lever des drapeaux rouges si la personne effectivement dépasse un certain nombre d'avis qui n'est pas normal sur la plateforme par mois. Il y a aussi le moyen de détecter si dans les avis il y a des phrases récurrentes, genre copier-coller, trop récurrentes. Donc je pense qu'il y a des moyens effectivement, et ne sous-estimez pas la dangerosité économique des faux avis. Les faux avis, vous savez, souvent on va dans un resto et on dit « Oh là là, mon burger, il ressemble pas du tout au burger de la photo. » À tel point que parfois, et à raison, on dit « Il y a tromperie sur la marchandise. » Ce que j'ai vu sur l'affiche, ce n'est pas ce que j'ai dans mon assiette. Alors, on a un degré de tolérance. On imagine bien qu'une photo publicitaire d'un produit va être sublimée par rapport à la réalité, parce que personne n'irait dans un resto de burgers s'il y avait que des photos des vrais burgers. Je pense quand même que, moi je suis le premier à dire, pour avoir fait de la photo culinaire, que un petit peu comme pour la photo de mannequin, il faudrait des indications du niveau de retouche. Pour vous avoir fait des photos de nourriture, moi j'ai travaillé sur des trucs où il n'y avait rien de mangeable dans la photo. Tout était faux. Par contre, j'ai quand même travaillé notamment sur des burgers. Par exemple, un exemple flagrant, c'est le McDo. Vous croyez que les hamburgers qu'on voit sur les affiches du McDo ne sont pas vrais? Eh ben, c'est pas vrai. Alors, ils ont des méthodes pour sublimer le burger. Il y a des méthodes, il y a plein de vidéos qui existent, hein, comment photographier de la bouffe pour la sublimer. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un faux burger, hein, sur la fiche. Alors, le chocolat, il y a d'autres raisons. On peut pas, en tout cas à l'époque, on pouvait absolument pas prendre de photos de tout ce qui était culinaire qui réagissait très vite à la chaleur. Parce qu'à l'époque, les lampes pour allumer un set de photos chauffaient extrêmement vite. Donc, d'où l'usage de faux glaçons, de faux chocolats et ce genre de choses, quoi. En fait, non, même pas, Sony. Le steak, t'as pas besoin de mettre un steak plus gros, mais tout va dépendre comment tu le photographies, ton steak. Essaye chez toi, prends un steak haché, photographie-le avec plusieurs longueurs focales et plusieurs angles. Tu vas voir que le steak va paraître 2 fois plus gros. Oui, alors je sais, hein, Nicolas Sympa, qu'il y a effectivement le problème de beaucoup de gens, et ça vous est peut-être déjà arrivé, vous achetez un produit et dans la boîte de votre produit, il y a une offre qui vous dit « Si vous nous laissez un avis positif, on va vous rembourser le produit que vous venez d'acheter ». Très tentant pour le consommateur. Et pas une seconde, il se dit « Je suis en train de fausser le marché ». Il dit « Oh, c'est pas grave, moi je le fais, les autres vont pas le faire ». Et puis tout le monde fait ça.
Et le marché est faussé. Et c'est grave, un marché faussé. C'est un marché de dupes. Et on le voit sur n'importe quel site d'e-commerce. Il y a des produits, c'est de la merde. Ils sont bien mieux notés que des bons produits. Parce que les faux avis dominent, en fait. Les faux avis, les avis conditionnés. Et vous avez raison d'être vigilant là-dessus vis-à-vis des youtubeurs. Moi, je le prends absolument pas mal. Et quand vous venez me parler de ça, généralement, j'ai un peu une formule clé où je vous dis, je vous remercie de votre vigilance. C'est pas une formule en l'air. C'est pas une formule de politesse pour me débarrasser de vous. Je pense sincèrement que vous avez raison d'être vigilant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parano et accuser tous les youtubeurs, mais c'est très bien que vous vous posiez ces questions-là. Sur la dernière vidéo qu'on a faite, moi j'évoque dans quelle mesure, avec un voyage de presse comme ça, ça conditionne pas mon avis de la vidéo. Je trouve que c'est sain de s'interroger là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que je refuserais le voyage de presse et que je serais un ermite intouchable et incorruptible dans sa tour d'ivoire qui ne teste que des produits qu'il a achetés lui-même et que d'occasion. Enfin, personne ne regarderait la chaîne. Enfin, voilà. Ou alors tu deviens 60 millions de consommateurs ou que choisir. Ça, c'est leur job et ils ont des subventions de l'État pour faire ça, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se cacher derrière son petit doigt ou essayer de dissimuler ces problèmes-là. Et je vous l'ai souvent dit, et ceux qui connaissent bien mon émission savent que je vous conseille, et c'est pas du flan, c'est pas de la démagogie, mais si vous trouvez qu'un YouTuber abuse du système, abuse de votre confiance, recommande ou trouve des vertus à des produits qui s'avèrent être des mauvais produits, vous devez, c'est presque un devoir, faire un signalement à la DGCCRF. Ils ont fait un site pour ça. Donc allez le faire, vous rendrez des services à tout le monde. Et je vais même aller plus loin. Récemment, on a eu un sponsor. Certains d'entre vous ont eu des problèmes avec ce sponsor. Je le citerai pas parce que là, je risque des problèmes juridiques, de diffamation. Parce que je peux pas être sûr aussi que les problèmes que certains ont eus sont généralisés. Donc voilà. Mais juste pour dire, nous, on n'est pas vraiment responsable de notre sponsor. Mais une enquête de la DGCCRF viendra déterminer, par exemple, si Nowtech était au courant des défaillances des produits de ce sponsor avant d'accepter le sponsoring. Je vous le dis avant qu'ils arrivent, non, on n'était pas au courant des défaillances. Sinon, on l'aurait pas pris comme sponsor. Mais on n'est pas infaillible. On a d'abord un temps très court pour décider si on prend un sponsor ou pas, et on n'a pas des ressources humaines qui nous permettent de faire des enquêtes à rallonge pour être sûr que tel ou tel produit est le bon. Je prends souvent cette analogie, mais vous n'allez pas accuser Georges Clooney si votre café Nespresso, il est pas top, ou il est froid. Nous, on n'est que les porteurs du message publicitaire. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on a le droit de s'en laver les mains. J'ai pas le droit de vous dire, tiens, je vous ai présenté tel produit de merde, mais allez voir avec le constructeur. Hein. J'ai ma responsabilité quand même. Et on la prend. Donc, important, n'hésitez pas à faire des signalements en tant que consommateur à la DGCCRF. C'est là pour vous protéger et n'oubliez pas qu'en faisant ça, vous rendez service aux autres. Alors, pas de zèle, mamzelle. Hein, c'est pas la peine d'envoyer un mail à la DGCCRF parce que vous avez un petit bout de plastique qui s'est pété sur un truc. Vérifiez déjà si c'est un problème que plein de gens ont. Vérifiez déjà avec le SAV leur comportement. Mais si vous avez un réel problème avec une marque, vous devez être défendu en tant que consommateur et vous ferez œuvre utile parce que vous défendez en même temps les autres consommateurs. Pour mettre en valeur un burger sur photo, utiliser une source de lumière. Oui, il y a plein de méthodes pour le hamburger.
Gundor, tu peux pas mettre le lien. Alors, je sais pas si la modération peut retrouver le lien du site de la DGCCRF. Non, Coco Sniper, enfin, vous prêchez le faux pour avoir le vrai, mais c'est pas mon petit placement. Mon petit placement, c'est solide. Hein. Mais c'est très bien d'être vigilant. Faut pas être parano et accuser à tort et à travers. Ça, c'est un peu le problème du web aujourd'hui, c'est que c'est bourré de justiciers. Hein. C'est très bien, par exemple, de venir m'interroger sur le financement de la vidéo Lumix. Vous avez tout à fait le droit. Par contre, le copier-coller du même message, ah oui, il y avait 90 créateurs. Le copier-coller du même message, avant même le premier message que j'ai reçu demandant le financement du truc, la vidéo faisant 20 minutes, j'ai reçu le premier message à 5 minutes. Donc le mec n'a même pas écouté ce que je disais à la fin de la vidéo sur ce sujet-là. Donc écoutez la vidéo. Il y en a plein aussi qui ont dit « Ah, t'as même pas marqué que... » Si, on l'a marqué. À 16 secondes, en début de vidéo, nous avons marqué que la vidéo n'était pas sponsorisée. Néanmoins, le voyage de presse était entièrement couvert par Panasonic. Voilà. Donc, voilà, je défendrai toujours les personnes qui sont vigilantes, intelligemment. Par contre, jouer les casse-pieds juste pour le plaisir de mettre un influenceur en porte-à-faux, de le mettre mal, parce qu'on sent que certains, c'est leur plaisir. Ils veulent juste nous mettre un taquet, en fait. Ils veulent juste nous mettre dans une position malaisante. Ah ah! Hein, alors, comment tu justifies ça? Tu as eu cet appareil en cadeau. Je suis sûr qu'en plus, le même mec, je lui dirais, ouais, j'ai été payé 15 000 € pour faire la vidéo. Ah ouais, non, mais c'est normal de vivre de... Enfin bref, on va pas repartir sur les débats, mais... Mais par contre, alors ça c'est un message hyper important pour les consommateurs. Si vous voulez être un vrai consommateur actif, c'est important d'être un consommateur actif. Signalez ce qui ne va pas, mais félicitez directement en le disant. Prenez le temps de féliciter les marques dont vous êtes content. Tu vois, là, tu parles de Peak Design qui t'a renvoyé un produit. Moi, je peux vous parler de mes Tropic Field. J'ai la semelle qui s'est légèrement décollée. J'ai envoyé une photo en leur disant quelle colle je devrais mettre pour recoller la semelle. Je demandais même, tu vois, j'étais prêt à faire la réparation moi-même. Boum, ils m'ont envoyé une paire neuve en me disant surtout ne jetez pas l'ancienne, elle peut quand même servir. Vous pouvez mettre tel type de colle dessus, etc. Et ça vous fera des chaussures de dépannage. Putain, mais je le dis, tu vois, je le dis du coup. Il faut le dire aussi quand on est content des marques, pas uniquement quand on est mécontent. Parce que sinon, vous n'êtes pas un consommateur actif, à mon avis. Jérôme, tu auras toujours des C pour te... Oui, mais c'est important de parler aussi des cons. Ils existent, ils sont là, ils vont pas disparaître. Ils vont pas disparaître parce qu'on les ignore complètement. Il faut en parler, il faut traiter le problème. Bah voilà, si vous avez été content d'un SAV, si vous avez été content d'une marque, dites-le leur, dites-le sur les réseaux, faites passer l'info des choses positives, pas que le négatif, pas uniquement la plainte. Donc, c'est important. C'est important, c'est important. Repose-moi la question à la fin, JPEG au kilomètre pour les Tropic Field. Si on a le temps, j'y répondrai. Voilà, en tout cas, c'est bien qu'on ait fait un petit peu ce focus.
On a été léger et court. On n'a pas été court, mais on a été léger parce que maintenant, il est temps que nous passions à la tartine. Une tartine spéciale Las Vegas avec du mégot, du Elvis et du jeton de... La tartine dégueulasse, quoi. Et du jeton de casino, c'est la tartine spéciale Las Vegas. Tartine spéciale Las Vegas. On va parler, alors pour introduire un petit peu le sujet, je vais parler de l'article de CNET qui a fait un exposé des technologies les plus futuristes qu'ils ont vues au premier jour du CES 2023 ou avant le CES parce qu'il y a des choses qui sont annoncées avant. Et puis après, je me tournerai vers vous et vous me direz un petit peu ce que vous avez vu d'intéressant au CES. On en parlera ensemble. Alors eux, ils ont remarqué l'Aska A5 qui est la première voiture volante en action. Donc vous voyez ici on voit la voiture complètement rétractée. J'ai l'impression qu'on nous présente des voitures volantes depuis et que personne n'a vraiment résolu le problème. Et moi je le dis souvent, la voiture volante ne peut pas vraiment exister s'il faut être un vrai pilote pour la conduire. Le problème d'un véhicule qui vole, c'est qu'il doit se déplacer dans 3 dimensions, ce qui est beaucoup plus compliqué qu'une voiture. On n'y est pas encore. Alors, je crois plus à des drones avec des pilotages automatisés. La voiture autonome, ça ressemble ni à une ça ressemble à rien. Je suis désolé, mais ça ressemble à rien. J'ai quand même un peu l'impression que c'est un fantasme récurrent de faire une espèce de voiture individuelle qui se transforme en avion. Bref, moi ça m'intéresse pas. Et j'ai l'impression de voir ça chaque année. Par contre, même si je m'intéresse pas aux voitures, on ne pouvait pas être indifférent à l'iVision D de BMW, qui veut être votre ami. L'idée avec c'est un concept car, iVision D de BMW, déjà le nom est à chier. iVision D. iVision, déjà, pourquoi D? Hein? Bref. Qui veut estomper la frontière entre la voiture et le compagnon. Est-ce qu'on va pouvoir parler à sa voiture comme ça, je parle aux plus vieux d'entre vous, hein, Kitty, ça vous dit quelque chose, hein, K2000, personnaliser sa voiture. On y est, ça y est. Si ma voiture fait la vaisselle, je valide. Ouais, t'auras de la vaisselle, mais avec des traces de pneus, quoi. C'était Kit, pas Kitty, oui. Kit. En fait, je regardais pas trop K2000, je trouvais ça cringe, déjà à l'époque. Je préférais... C'était Supercopter, c'est ça? Qui était cringe aussi, hein. Ouais, K2000, ça rajeunit pas, hein. C'est clair. C'est clair, c'est clair. On était tous cringe à cette époque, mais c'était une bonne époque. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, moi, j'aimais pas tout, hein. Ah, Alerte à Malibu, c'est arrivé après. Bref, qu'est-ce que c'est que cette iVision D? Le concept iVision du géant allemand de l'automobile imagine un avenir où votre voiture sera beaucoup plus personnelle. Des panneaux e-link vous permettront de programmer des visages humains exprimant des émotions dans la calandre de la voiture. J'imagine quand tu conduis et qu'il y a un visage humain en face de toi qui fait oh non, je vais avoir trop pas ce virage. En fait, vous aurez des simulateurs de passagers nerveux. Mon Dieu. Quelle avancée technologique. Une technologie d'IA sophistiquée et capable de vous parler moins comme un serviteur et plus comme un ami. Avez-vous envie d'être ami avec votre voiture? Je pose la question. Mais là où ça
Alors, parlera de l'utilité, hein. Mais là où effectivement, où ça a bluffé, je vais sur un deuxième article parce que là j'ai la vidéo, c'est que à l'extérieur, la voiture utilisera aussi des panneaux qui peuvent changer de couleur. Donc on voit ici la démo, mais ça, c'était le vieux modèle qui pouvait changer de teinte de gris. Le nouveau modèle, alors là, ça part dans toutes les couleurs. Vous pourrez en gros complètement customiser ta voiture. Le rêve quand même pour les cambrioleurs et les gens qui dévalisent les banques. Séquence à la Baby Driver, t'es obligé de rentrer dans un parking, de changer de voiture ou de la repeindre pour pas te faire courser par les flics. Là, hop, et hop, t'as changé de couleur de voiture. Est-ce qu'on en a besoin? C'est une autre question. Alors, on sait quand même que les teintes peuvent avoir des influences. Une voiture blanche, je crois, ou jaune permet d'être mieux repérée la nuit. Par contre, une voiture blanche partant de brouillard, c'est pas top. Donc, on pourrait dire éventuellement pour justifier le truc, c'est que éventuellement il y a certaines couleurs qui sont peut-être, il y a aussi des couleurs qui attirent plus ou moins la chaleur. Il y a peut-être une toute petite justification, mais sinon c'est que de la frime. On est d'accord. Les couleurs sont aussi statutaires. Dans certains quartiers, tu pourras passer ta voiture en cacadois. Et dans certains quartiers, Berlin Jet Black, au premier accrochage, tu pleures, tu m'étonnes. Au Qatar, ils ont des voitures blanches pour éviter la chaleur. Non, mais tout à fait. On peut y voir quand même un intérêt, effectivement. En hiver, tu mettrais plutôt ta voiture en noir pour attirer la chaleur dès qu'il y a un rayon de soleil. En été, tu la mets en blanc pour que s'il fasse moins chaud. Par contre, ouais, le potentiel pour les chars, c'est pas mal. Pour un char, c'est rigolo. Là, on va vraiment avoir des chars caméléons. À mon avis, ça existe déjà, mais on les a pas vus. Alors, j'ai pas d'infos sur la dépense énergétique de ce type de gadget. De toute façon, c'est du proof of concept. Hein. On n'est pas... Et ça fait parler. Là où, moi, j'y connais rien en bagnole. Je sais pas si c'est intéressant, cette iVision D, avoir des visages dans la bagnole, qu'est-ce que je m'en tape. Mais bon, d'une manière générale, je m'en tape complètement de la bagnole. J'ai absolument pas besoin de voiture, je m'intéresse pas du tout aux voitures. Donc, je me garderai bien de juger. Mais par contre, en termes de coût de com', tout le monde parle de la BMW et répète BMW, CES BMW, première journée BMW, ça change de couleur. Donc, c'est déjà en soi une réussite de message. Tout le monde en parle. Bientôt la voiture cap d'invisibilité, exactement. On ne pourra plus se dire j'aurais dû la prendre en bleu, ouais. Bon, après, c'est quand même cool de pouvoir changer la couleur de sa voiture. C'est cool, mais est-ce qu'on en a besoin? Non. Sauf si, effectivement, ça permet d'éviter d'avoir une clim ou d'avoir une clim très légère dans sa voiture. Why not? Oui, je pense que c'est un coup de pub, avant tout. Mais honnêtement, moins 7 degrés à l'intérieur de votre voiture, sans être obligé de se trimballer une voiture blanche toute l'année, je trouve que c'est un argument qui se tient. C'est un argument qui se tient.
Est-ce que c'est un argument qui justifiera de mettre 20 000 euros dans une carrosserie électronique? Non. Mais une option qui vaudra peut-être dans les 5 000 euros, certains pourraient être intéressés. Donc, pourquoi pas. Bon, il parle également de lunettes, les lunettes AR Ray Neo X2 de TCL qui peuvent traduire les conversations en temps réel, ce qui m'ont été très utile au Japon. Donc, c'est des lunettes un petit peu plus grosses que des lunettes normales, mais qui intégreront une fonction, mais elles ne pourront faire que ça, mais c'est intéressant. C'est des lunettes qui pourront traduire en temps réel une conversation que vous avez avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que vous. Donc elle affichera les sous-titres, en fait. Elle affichera les sous-titres quand vous parlez avec quelqu'un. Je me dis, c'est pas con, je me dis, t'as intérêt à aller vite, parce que si Google ressort ses Google Glass et Apple arrive avec ses Apple Glass, pour eux, ça sera une fonctionnalité. Donc, tu auras l'air bien con avec tes lunettes dédiées à la traduction. Donc, il y a peut-être un petit créneau dans les 1 ou 2 ans à venir pour le vendre, le produit, mais c'est pas un marché porteur. Imaginons... Ah, la voiture, vous êtes chaud dessus, hein. Vous êtes chaud, vous êtes chaud. Ouais, les lunettes, ça n'a pas l'air de vous intéresser. On continue. Une manette concept Nix de Dell invente de nouvelles façons de jouer et de travailler. Surtout de jouer. Prototype de la manette Concept Nix qui s'inspire des serveurs de jeux domestiques Concept Nix que Dell a présenté l'année dernière. Alors, je voulais vous montrer, voilà. Je passe la vidéo en muet. Vous la voyez pas, je remonte un petit peu. Un capteur d'empreinte digitale situé en haut pour reconnaître les joueurs individuels, change automatiquement leurs préférences et peut même lancer les jeux préférés. 2 molettes de défilement personnalisables situées en bas du contrôleur pour permettre de sélectionner facilement des armes et d'autres éléments de menu. Des capteurs tactiles situés sous les boutons d'épaule gauche et droite offrent des commandes coulissantes. Des boutons de changement de vitesse situés à l'arrière de la manette permettent de basculer rapidement entre 2 ensembles complets de commandes à l'avant. Bref, réinventer, c'est pas mal là les 2 rouleaux. C'est vrai que bon, il faudrait lâcher avec ses pouces pour... Mais... Ah, intéressant. 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 Pourquoi pas? Ça me donne envie d'essayer. On sait que Steam avait essayé de lancer un nouveau type de manette. Ils se sont un peu plantés. Globalement, c'est quand même l'ergonomie Xbox qui a un peu triomphé. J'ai l'impression qu'on a la même depuis un petit bout de temps quand même. Mais les 2 molettes derrière, why not? Why not les 2 molettes derrière? À voir. Ouais, vous n'avez pas l'air convaincu. Pas conquis. Ok, bon, et on va arrêter d'en parler. Atmos Gear ajoute de l'énergie électrique au roller. J'ai envie de dire comme si on n'avait déjà pas des problèmes d'urgence qui étaient saturés. Vous voulez mettre des moteurs électriques au roller. Ça, on a vu ce que ça donnait, on va dire, ces objets de mobilité malins. On a tout vu, des skateboards électriques, vous vous souvenez des one-wheel, patins en roulette, etc. En fait, tout le problème de ces trucs de déplacement, on a vu les monoroues aussi, tout le problème de ces trucs censés nous faciliter le déplacement, je dirais sans mauvais jeu de mots que c'est pas facile de réinventer la roue. En gros, on a vu plein de trucs
Et je dirais, le seul qui a marché vraiment, c'est la trottinette. Pourquoi ? Parce que la trottinette, c'est facile à utiliser pour tout le monde. On comprend tout de suite le fonctionnement, etc. Tous les autres systèmes qui demandaient de s'entraîner, de prendre son équilibre, qui étaient au début très instables. Non, mais le vélo, en dehors du vélo, bien évidemment, le vélo finalement reste triomphant. Je vais faire une autre analogie parce que c'est un truc que je connais mieux. Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup plus de ski et de sport de glisse. J'ai fait partie de la génération qui a vu l'invention du surf des neiges, du monoski, des petits skis. En fait, j'ai vu plein de prototypes. Je me souviens des Snake, qui était un espèce de snowboard, mais avec une articulation au milieu. Il y a eu plein d'inventions, de trucs pour la glisse. Au-delà du ski. Finalement, ça n'a pas fait disparaître le ski. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, de gens qui disaient le ski, c'est mort. Il n'y a plus que les vieux. Moi, j'ai connu une époque où mettre des skis aux pieds, c'était super ringard. Si tu n'avais pas un monoski ou un surf, t'étais... Alors, on n'appelait pas ça des boomers à l'époque, on appelait ça juste des vieux. T'étais un vieux, t'étais un ringard, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que à part le surf, rien n'a vraiment accroché. Le monoski a disparu. Les snakeboards, j'en ai pas vu depuis super longtemps. Les tout petits skis, oui, on en voit de temps en temps, mais c'est pas énorme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, il faut que le produit reste simple à comprendre. Le ski, c'est mort, il n'y a plus de neige sur les pistes. Oui. Imaginons que... Pépé a fait une vidéo du CES présentant ce genre de nouvelle mobilité, mais c'est tellement pas naturel. Ouais, il faut que le geste soit naturel. La trottinette a pris parce que c'est un geste relativement naturel comme le vélo. Et encore, le vélo, on a eu de la chance. Je pense que le vélo, on s'y est mis. Et donc maintenant, tout enfant, quasiment, apprend le vélo enfant. Donc ça nous paraît naturel. Snowboard, oui, j'ai dit surf. Surf des neiges, oui, snowboard. Désolé, je suis pas très bien réveillé. Non, le monoski, c'était pas des snowboards. Les monoskis, c'était comme un seul ski avec des vraies fixations de ski. Cherchez sur Wikipédia le monoski. Moi, j'en ai fait, c'était pas si mal que ça, mais alors c'était vraiment pas pratique à l'arrêt et pour prendre les remontées mécaniques. Mais t'es face à la pente. Mais c'était vachement bien, surtout en fin de saison, dans les neiges trafolées ou les neiges pourries, parce que t'avais une beaucoup plus grosse surface de portance qu'un ski. T'avais un peu un cumul de sensations de snowboard et de ski. Alors, le télémark, c'est encore autre chose. C'est une manière de skier avec des skis de fond. C'est autre chose. Mais le monoski, c'est typiquement le genre de truc. Le monoski était super cool dans la poudreuse, dans des neiges pourries. C'était bien mieux que des skis dans des neiges pourries. Mais c'était tellement lourd, pas pratique quand t'étais à l'arrêt ou qu'il y avait des plats, parce que si vous avez skié, vous savez qu'il y a des plats, faut pousser sur les bâtons. Je me souviens, les plats pour rejoindre les pistes en monoski, l'enfer du cul que c'était. L'enfer du cul. Eh ben, les trottinettes, ces trucs-là, là, des rollers, c'est pareil. Ça doit être super cool à certains moments, mais galère à d'autres. Après, je suis plus partant pour des rollers électriques comme ça que les rollers électriques qu'on avait vus là, où il y avait une seule roue, tu tenais en équilibre et tu n'étais même pas attaché.
super casse-gueule, je pense. Après, le problème des rollers, est-ce que les chaussures, on peut déclipser le bas pour aller au boulot normalement sans changer de chaussures? Faut voir, faut voir. 500 €, Atmos Gear, à voir. Le produit d'après, je vous en parle même pas, je n'ai absolument pas compris l'intérêt. Mais je vais me tourner maintenant vers vous et vous demander, vous, qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant au CES? Et quelle heure? On a encore un tout petit peu de temps. Le ski, sport de riche, faut avoir les moyens. C'est clair, c'est clair. C'est absolument pas un sport démocratique, le ski. Très bien, les Atmos Gear. D'accord, ok. Non, bah, vous êtes moins sceptique que moi. Le décapsuleur Bluetooth, super bien. La voiture Sony avec Honda. Alors parlez-moi-en un peu. Qu'est-ce qu'ils ont montré? J'ai vu qu'il y avait une voiture Sony, mais ça m'intéresse de voir ce que vous avez retenu. Elle fait quoi, cette voiture de Sony? Le masque pour les conservations privées. Le fameux truc, on a une vignette, nous, où je porte ce masque. En vrai, c'est pas si con que ça. Mais qui va mettre ça, quoi? Le collier pour chien connecté pour suivre la santé de ton animal. Pourquoi pas? La corde à virer le vent. Alors là, il va falloir que tu expliques, Electribe. C'est une voiture électrique, rien de plus pour la Sony. D'accord. Les nouveaux produits Aquara démotiques, genre le capteur de présence qui te localise dans la pièce à plusieurs endroits. D'accord. Ouais, ça peut être intéressant. La sonde d'analyse urinaire Withings qui se met dans les toilettes. En vrai, j'ai trouvé le produit super intéressant. Le produit Withings est super intéressant. Parce que, comme d'habitude, ça va permettre des contrôles sur le long terme. On sait qu'il y a quand même beaucoup d'informations médicales qui passent par l'urine. C'est pas con d'avoir fait ça. Alors, ça fait rire tout le monde. Mais quand certains d'entre vous ont des maladies, on rigole moins. Le marteau à bomber le verre. D'accord, ok, d'accord. C'est ce que tu demandais aux apprentis. D'accord, je comprends, c'est une blague. La corde à virer le vent. Ok. Le marteau à bomber le verre, tout à fait. Je vois la blague. Si les données restent locales. Ah bah, bien sûr, c'est comme tous les produits Withings. Il y a un certain nombre de sécurités. Et ils déconnent pas hein, quand même chez Withings. C'est de la donnée médicale. De toute façon, il y a un cahier des charges hein, quand tu manies de la donnée médicale. Hein. Le canapé intelligent pour détecter quand une personne âgée tombe pour prévenir les secours. Ouais, est-ce qu'on ferait pas mieux d'acheter une montre à ce moment-là? Parce que si la personne âgée qui tombe sans être dans le canapé, elle peut pas tomber ailleurs que dans la pièce où il y a le canapé. C'est pas un peu bizarre comme invention. Ouais, ne serait-ce que les infections urinaires, et beaucoup sont touchés, et de tout âge, hein, arrêtez de penser que les maladies, ça arrive qu'aux vieux. Les infections urinaires, ça pourrait être intéressant, hein, s'il peut les détecter avant qu'elles deviennent vraiment où tu es obligé de les traiter aux antibiotiques et tout, quoi. Ouais, la réglementation des données médicales, on déconne pas, pas qu'en Europe, hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez déjà parlé de la fuite de données Twitter? Non, j'en ai pas parlé ce matin. J'ai pas trouvé que c'était ultra intéressant. Le nouveau yacht Nowtech connecté, bien sûr. Canapé détecteur de prout pour savoir qui ment.
Ça me rappelle un truc. On vous l'a fait aussi quand vous étiez petit, de vous dire que les piscines, si tu faisais pipi dans une piscine, il y avait un colorant qui allait devenir rouge ou vert autour de toi. Donc il fallait pas que tu fasses pipi dans la piscine parce que sinon t'allais être repéré. On vous l'a raconté ça aussi quand vous étiez petit. Ouais, c'est faux hein. C'est faux, j'ai essayé. Ça marche pas leur truc hein. C'est une légende. Ah oui, c'est complètement faux. Vous pouvez pisser comme vous voulez dans la piscine. Alors, faut pas le faire. Mais non, mais c'est même pas une légende urbaine. C'est simplement, effectivement, il faut pas pisser dans les piscines, pensez aux autres, quoi. Mais c'est une manière de faire peur aux gamins et de l'empêcher de pisser dans la piscine. Pourquoi on parle de ça? Merde, je me souviens même plus. Ah oui, pour le détecteur de prout. Ben, c'est la même chose. Imaginez vous dites à vos invités, fais gaffe, j'ai un canapé avec un indicateur de prout. C'est quoi ça, un indicateur de prout? Non, c'est juste le canapé, il va changer de couleur si jamais tu lâches une caisse chez moi. Non, tu déconnes. Bah vas-y, essaye. Moi, je vais à la piscine avec mes tout petits enfants. L'eau est chaude, c'est pas par hasard. Hein, vous êtes ignoble. Ah, c'est clair. Un caca, par contre, dans la piscine, le bassin, il est fermé, oui. Il n'y a pas un plombier qui doit passer. Si les plombiers, il va falloir que j'essaie de... Non, mais pour l'instant, j'ai pas eu de SMS, donc on va quand même pouvoir faire un cornfac. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre à part le détecteur de prout? WeThink va peut-être faire un capteur pour la détection dans la piscine. Urine collective. Les TV LG, oui, j'ai vu qu'ils avaient sorti une énorme télé, mais elle fait que ça, juste d'être énorme. Bon, de toute façon, on vous fera probablement un récap du CES hein, quand ça sera fini. Un récap du CES quand ça sera fini. Je vous propose, on va faire 10 petites minutes pour terminer quand même à 35. On va faire 10 petites minutes de fac avant de se quitter. Je vous rappelle également, je ferai pas aussi long parce que j'ai pas le temps, qu'on a besoin de vous les contributeurs et je remercie du coup Joe 03 11 88 pour ton Prime, Padawan pour ton 27e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Richie pour ton 8e mois d'abonnement, Aliou pour ton 8e mois d'abonnement, New Golgot pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, et Eric Tech pour son 25e mois d'abonnement. Putain, vous êtes beaucoup à passer le 25e mois. C'est pas de l'amour, c'est de la rage. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et je suis sur la mauvaise caméra, merci de me le signaler, Samuel. Merci RG 065 pour ton Prime 20e mois d'abonnement. Merci To Love pour ton 23e mois d'abonnement. Merci Parose pour ton 4e mois d'abonnement. Merci à vous. Je crois que je t'ai déjà remercié, la poudre de Papa Pingouin. Je te remercie pour ton 5e mois d'abonnement. Et Squenzo pour ton 16e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Je crois que j'ai déjà remercié aussi. Allez, on passe au cornfac et vous allez pouvoir me poser des questions. Alors, j'ai pas parlé effectivement de la collaboration entre Samsung et You. C'est intéressant.
Ce qui est intéressant, c'est que voilà, le système You s'ouvre à d'autres marques, ouais. Le système qui permet d'afficher les couleurs de ce qu'il y a à l'écran, Ambilight, va s'ouvrir à d'autres constructeurs. Donc c'est assez intéressant. Bonjour Jérôme, j'avais suivi ton conseil pour acheter un GH5 à l'époque et maintenant j'ai acheté le Lumix S5 II. Tu me coûtes cher, arrête de faire des tests. Bah Pierre, je pense que je t'ai rendu un fier service et j'espère bien que tu as utilisé notre code créateur chez IPLN pour l'acheter. Pierre, rassure-moi. J'ai pas fait tout ce travail pour rien. Arrêtez d'acheter sans utiliser nos liens d'affiliation. On n'en peut plus. Vous nous faites toujours... Oups! Je suis en Suisse. Bah viens en France pour l'acheter. Non, en vrai, ils livrent pas en Suisse, IPLN. T'es sûr, Pierriche? T'es sûr de ça? Au sujet de Tropic Field, y a-t-il un tableau pour catégoriser les modèles été, hiver, mi-saison? Te prends pas la tête, JPEG au kilomètre. Il y a deux types de finition, Tropic Field. J'enlève mes chaussures. Hop. Ceci est une Tropic Field d'hiver. Elle est étanche. Le maillage est complètement étanche. L'eau ne passe pas. Elle est complètement étanche. Donc ça, c'est les modèles étanches. Il en existe deux modèles aujourd'hui. Donc c'est le modèle hiver. Elles sont à l'intérieur. Il y a du petit velours pour te chauffer les pieds. Elles sont assez chaudes. Hein. Elles sont vraiment bien. Et il y a un modèle montant. Voilà, c'est les deux seuls. Toutes les autres chaussures sont des chaussures d'été. Voilà. En gros, c'est simple. Chaussures d'été, printemps, enfin quand il fait chaud. Elle taille comment? Moi, je fais du 42,5 et je prends du 43 chez eux. Voilà. Est-ce que le S5 II est mieux que le S1H? Si tu as besoin d'un autofocus, si tu veux un autofocus, oui. Le S1H garde des gros atouts par rapport au S5 II. Donc moi, je conseillerais d'attendre le prochain S1, le S2, qui aura probablement l'autofocus. C'est la Geyser pour l'hiver, tout à fait. Tu utilises toujours Revolut et N26 sans aucun problème? Tout à fait. Revolut et N26, je les utilise toujours. On vous a mis les liens Tropic Field si ça vous intéresse. Tropic Field est à la chaussure, ce que Peak Design est au sac. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Oui, il y a le S5 2X que je ne conseillerais que vraiment à des très pros de l'image. Hein. Parce que ce qu'il va offrir en option en plus, enfin ce qu'il va offrir en plus, nous par exemple, aussi, il y a peut-être une ou deux fonctions qui pourraient nous servir, mais vous voyez, on n'attend pas, nous, le S2X pour s'équiper. Nous, on va s'équiper, je pense très rapidement, je ne l'ai pas encore précommandé, mais je pense très rapidement acheter un deuxième S5 II, ouais. Pour toi, quelle est la plus grande différence entre N26 et Revolut? Très honnêtement, il y en a de moins en moins. Alors, je pourrais pas te dire dans les détails, mais il y avait avant, Revolut avait un truc vraiment bien par rapport à N26, c'est les cagnottes. Mais maintenant, tu as les cagnottes sur N26, donc... Ouais, la gestion des cartes virtuelles, c'est vrai que ça, c'est encore une différenciation. Vous avez un lien d'affiliation Peak Design? Je crois pas. Alors va chez IPLN, va chez ipln.fr, choisir ton Peak Design. Je ne vous conseille pas plus maintenant d'acheter vos Peak Design chez Peak Design. Donc ne mettez pas de lien d'affiliation Peak Design. Allez chez IPLN et vous mettez le code créateur Nowtech.
En fait, pourquoi je ne conseille plus d'acheter directement sur le site de Peak Design? Vous allez avoir des problèmes de douane, leurs entrepôts étant en Angleterre, et les frais de port vont être quand même assez chers. Donc, achetez plutôt chez IPLN, qui est notre partenaire image. On n'est pas exclusif IPLN, hein, vous pouvez acheter à la Fnac, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'en ce moment, on a un rapport privilégié avec IPLN. T'as demandé chez IPLN pour la livraison à Suisse. Merci Pierriche. Non mais, je plaisante, mais comprenez que ça me met... En fait, ce qui me met des pincements au cœur, c'est quand vous achetez un truc, surtout un truc conséquent, grâce à notre vidéo, ça vous a servi, en fait, ça vous a conseillé, et que vous disiez « Ah merde, j'ai pas pensé au lien d'affiliation ». Mais bon, j'ai quand même acheté le produit. Bah, je suis content pour toi. Mais moi, quelque part, j'ai travaillé pour rien. Parce qu'il n'y aura aucune trace, aucune trace que vous aurez acheté le produit grâce à nos conseils, en fait. Alors, peut-être pas de manière exclusive, mais si on a été décisif dans votre acte d'achat, il faut que... Vous voyez, tout à l'heure, je parlais des consommateurs qui disaient qu'ils sont contents. Les gens, il faut qu'ils disent quand ils sont contents. Ça serait mieux, on vivrait mieux si les gens aussi ne s'exprimaient pas uniquement quand ils sont mécontents, mais aussi s'exprimaient quand on était content. Ben, d'une certaine manière, utiliser, faire l'effort d'aller prendre notre lien d'affiliation quand vous achetez un produit qu'on vous a conseillé, c'est une super manière de nous remercier. Je sais que ça demande un tout petit effort, hein. Mais vous trouvez ça normal qu'un vendeur en magasin ait un bonus quand il a pris le temps de vous faire une bonne vente? Ben, considérez que nous, c'est un bonus, quoi, quand vous utilisez le lien d'affiliation. C'est la même chose. Non, il faudrait qu'on fasse... Mais en fait, les liens d'affiliation, c'est relativement simple, hein. Amazon, vous tapez point d'exclamation Amazon, là, et on vous donne le lien général Amazon, et quoi que vous achetiez chez Amazon, le lien d'affiliation. IPLN, notre code créateur, c'est Nowtech. Dans nos grands liens d'affiliation, bon, Fnac, je sais pas si on a un lien général Fnac. Je sais, il va falloir qu'on fasse un endroit où on mette tous nos liens d'affiliation, mais sur le Discord, je crois qu'il y a un bon récap, hein, aussi. Ce serait pas mal qu'on mette un récap sur le Discord. Je sais pas si ça existe déjà. Merci Grolb qui nous met les liens d'affiliation Fnac, liens d'affiliation IPLN. Bah, ça marche bien les liens d'affiliation. Si vous les utilisez, ça marche bien. Mais je pense qu'il y a beaucoup. On a très honnêtement, je pense que plus de 70% d'entre vous ne pensent pas utiliser les liens d'affiliation quand ils achètent quelque chose, même après avoir regardé notre vidéo, quoi. Je vais en parler en réunion, Samuel. J'en parlerai à Léo. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire en ce moment, je veux pas non plus surcharger. D'accord, sur Discord, vous faites point d'exclamation affiliation sur notre Discord et vous avez... Non, alors notre site, il est down parce que personne n'y allait. Avant, on avait un récap, mais notre site est down actuellement. Alors, les liens Amazon fonctionnent avec Amazon Belgique, je crois pas. Mais je crois que Amazon est en train de travailler sur un truc... Là, j'avoue que je me suis pas plongé dans le sujet. Mais c'est un vrai problème. Nous, on avait dû prendre une affiliation allemande, anglaise et tout. Parce qu'on parfois, quand on faisait le Twitch achat, on recommandait des achats en Allemagne. C'était un bordel. Sur YouTube, on peut utiliser ton adresse IPLN. Ah bah oui, si tu veux envoyer les gens et leur dire d'utiliser notre code créateur Nowtech, tu peux. Dans ta vidéo, si tu veux.
Mais je comprends pas, sinon la question sur YouTube, on peut utiliser ton adresse IPLN. En fait, je n'ai pas compris ta question. Oui, j'ai annoncé la raison pour laquelle j'étais au Japon, c'est la dernière vidéo qu'il y a sur la chaîne. Est-ce que vous ferez un joli hoodie Nowtech Team un jour? Peut-être. Là, on n'a pas le temps et ça nous rapporte pas d'argent de faire ça. Et aujourd'hui, je vais pas vous le cacher, les trucs qui sont prioritaires, c'est de gagner de l'argent. Ah ouais, sale capitaliste, non. Gagner de l'argent pour survivre. Voilà. Et des hoodies, ça nous rapporte rien du tout. Si on fait du merch, c'est plutôt pour vous faire plaisir, en fait. Tu notes sur YouTube un lien pour aller sur IPLN. Il y en a un dans la vidéo. Il y en a un sous la vidéo. Sous la vidéo, Pierre Riche, il y a le lien IPLN. Mais si jamais tu as oublié le lien IPLN, c'est très simple. Il y a un moment, il faut rentrer le code créateur. Donc même si t'es pas venu avec le lien d'affiliation, il suffit que tu rentres le... C'est mieux de faire les deux, le code d'affiliation et le code créateur, mais pense au moins à mettre le code créateur Nowtech quand t'achètes. Bah merci Nitrowood. Je fais toujours mes vidéos même de test. Alors c'est vrai que j'ai un langage assez technique dans la dernière vidéo, enfin pas trop technique, mais oui, je vous parle de Vlog, de 422 10 bits et tout, donc ça fait un peu, ça doit être du chinois pour 90% d'entre vous. Mais j'ai essayé, dans la mesure du possible, avec les images qu'on montre, des traits d'humour et tout, de la rendre cool à regarder. Pas trop chiante et monocorde. C'est déjà chiant, un boîtier photo, pour ceux qui en font pas, un boîtier photo vidéo. Donc voilà. Bon, il est 9h40, j'ai dépassé vraiment le planning, il faut que je parte. Je vous reposerai les questions sur le GH6 et tout ça, je vois tes questions, elles sont très bien. Merci beaucoup Yaza33 et pour ton 6e mois d'abonnement, Tilo21 pour ton 17e mois d'abonnement, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite un excellent week-end, on se retrouve lundi matin. Je suis pas sûr de pouvoir jouer ce soir sur Twitch, on verra bien. Mais je dirais que la probabilité, elle est de 20% ce soir. Allez, un petit 20% de probabilité que je joue ce soir. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. J'ai à gérer beaucoup de choses. Donc, le jeu passe un petit peu à l'as. Sur ce, on va faire bien évidemment un raid pour terminer l'émission. Et on va faire un petit raid. Tiens, chez Kofi, il est en train de jouer à Elden Ring. Let's go chez Kofi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao, ciao.